Monsieur Zitrone, bonjour. Bonjour monsieur. Monsieur Zitrone, vous êtes un des plus grands journalistes de notre époque. Vous avez exercé depuis... Écoutez, ça c'est le plus grand journaliste de notre époque. Je suis quelqu'un qui a fait son métier, qui continue de tout faire depuis ce métier-là, dans l'audiovisuel, depuis 25-28 ans. Je le fais honnêtement, je l'ai fait avec beaucoup de bonne volonté, mais l'un des plus grands journalistes de notre époque. Alors ça, réellement, c'est beaucoup trop, enlevez-en les trois quarts. En tout cas, vous avez su traverser les modes et toutes les époques en restant toujours très très stable et en ayant toujours une très bonne crédibilité au niveau des gens. À quoi attribuez-vous cela? Je n'ai jamais triché, même quand j'annonce des nouvelles extrêmement désagréables, comme celle par exemple qu'il fallait asséner aux gens pendant la guerre d'Algérie, ou lors de telle ou telle catastrophe, ou lors de telle ou telle guerre. J'ai toujours été d'une très grande honnêteté, d'une très grande impartialité. On n'a jamais su, et j'ai pris soin qu'on ne le sache pas, on n'a jamais su mes opinions politiques. Je n'ai jamais voulu ni osé influencer l'opinion des gens dans un sens ou dans un autre, et je pense que le public m'a tenu compte de cette impartialité, de cette franchise, et si vous permettez le mot, de cette rigueur. Est-ce qu'il n'est pas difficile de cacher ses états d'âme lorsqu'on est un journaliste et lorsqu'on présente des nouvelles, bon, vous évoquez des nouvelles dramatiques que vous avez eu à annoncer, est-ce que ce n'est pas difficile de masquer justement ces états d'âme parfois? Il ne faut jamais masquer ces états d'âme. Quand vous annoncez 150 morts dans un bateau qui a coulé, vous ne pouvez pas jouer à l'homme placide. On doit voir sur votre visage, ou on doit entendre sur votre voix, que pour vous c'est une catastrophe. 150 personnes qui sont mortes dans un naufrage, par exemple, ou dans une bombe, dans un attentat à la bombe, c'est quelque chose d'affreux. Vous n'avez donc absolument pas le droit de rester de marbre. Vous devez faire en sorte que l'on sente votre état d'âme. Vous êtes un homme, vous n'êtes pas une machine. Il faut qu'en vous écoutant, qu'en vous regardant, on devine que vous êtes ému. Après une carrière aussi bien remplie, est-ce qu'on a quelque chose de nouveau en soi? Je veux dire, vous avez vécu, vous avez analysé des tas d'événements. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous dans la façon de voir la vie? Est-ce que vous êtes comme avant? Est-ce que ça a changé quelque chose? Je pense que plus les années passaient, ou plus les années ont passé, plus je suis devenu pessimiste. Je suis pessimiste sur le futur du monde. Je crois que les hommes ne seront pas suffisamment sages pour rester tranquilles. Je crois que les désirs d'expansion et les obligations d'expansion d'un certain nombre de pays sont grands, sont réels, sont explicables, sinon justifiés, et nous sommes actuellement 3 milliards d'êtres humains. Je ne suis pas sociologue, je ne connais pas le mouvement des populations, il doit y avoir place pour 4 milliards. Mais lorsque vers les années 2010-2020, on sera au-delà de 4 milliards et demi, le monde risque des catastrophes très grandes. Je ne serai plus là pour les voir, mais je les pressens, et ce n'est pas parce que nous vivons dans un pays où l'on est un peu badin, où l'on est un peu léger, où l'on fait exprès de ne pas faire attention aux choses très importantes, très cruelles. Ce n'est pas pour cela que ce pays, ce merveilleux pays où nous sommes, sera épargné. Je pense que s'il y a des catastrophes dans le monde, elles commenceront en Asie et elles déferleront sur l'Occident, comme les Huns déferlèrent sur l'Occident il y a 15 siècles. En somme, vous êtes inquiet pour la jeunesse de demain? De demain, non, mais d'après-demain, oui. La jeunesse, comment vous la voyez? Est-ce que vous êtes, vous, personnellement, proche des jeunes? Écoutez, j'ai 3 demi-jeunes, c'est-à-dire mes enfants, qui ont 35, 33, 32 ans. J'ai 3 petits-enfants qui, eux, ont 8, 4 et 3 ans. Je n'ai pas autour de moi de personnes qui en ont 18 à 20. Je suis, si vous le voulez, familialement entre 2 générations. Je crois que les jeunes actuellement sont sympathiques parce qu'ils en veulent, qu'ils sont à plaindre parce qu'ils se trouvent dans une époque économiquement très difficile, qu'il faut que nous leur donnions l'espoir et la raison de vivre. Les jeunes n'ont pas la tâche facile. Nous, ceux de ma génération, ont eu la tâche facile. Parce qu'il fallait reconstruire le monde après la guerre. On manquait de bras. Par conséquent, toutes les bonnes volontés trouvaient du travail. Pour les jeunes, non. J'ai 2 personnes autour de moi dans mon cercle le plus restreint où le spectre du chômage n'est pas un vain mot. Je
je ressens donc profondément ce problème, et je me dis que les jeunes trouveront le moyen, dans leur fougue, dans leur passion, de s'y adapter. Ils me sont sympathiques. Ceci étant, je crois que jamais la jeunesse n'a été aussi impatiente que maintenant, et que certaines de ces impatiences sont assez difficiles à supporter. Mais c'est une question également très personnelle. Les gens dont la tête est moins familière aux autres que la mienne peuvent passer dans la rue sans être accostés, quelquefois importunés. Moi, ça va être extrêmement difficile. Je subis le contre-coup de la notoriété. Alors, je ne suis pas celui qui peut le mieux vous parler des rapports publics entre les jeunes et les moins jeunes. Mais les jeunes, j'ai confiance. Vous êtes capable de discuter avec des jeunes sur tout ce qui les intéresse. Je pense entre autres à la musique. Est-ce que vous vous intéressez à la musique pop, à la musique rock? La première émission de... comment s'appelle-t-elle l'émission qu'a longtemps présenté Georges de Caunes, Les Enfants du Rock, c'est moi qui l'ai présenté. Alors, Pierre Lescure, qui est maintenant le patron de Canal+, et qui était à l'époque le patron d'Antenne 2, m'a demandé, veux-tu présenter Les Enfants du Rock? Et je l'ai présenté. Et je crois que ça a été un bon truc. Je m'intéresse par goût davantage à la musique classique. Je trouve qu'une bonne éducation musicale doit être faite à base de classique. Et j'ai la chance de voir que l'aîné de mes petits-enfants, ma petite fille qui a maintenant 7 ans et demi, 8 ans, alors qu'elle n'en avait que 3 et demi, 4 ans, elle savait déjà distinguer Vivaldi des autres. Elle aimait Vivaldi, elle était sensible à Vivaldi. Ce qui ne l'empêche pas de danser des rocs endiablés, et je pense qu'elle deviendra une star de la musique. Ce n'est pas des disques pop, ce n'est pas des disques rock que je mets lorsque j'ai besoin de me redresser le moral, lorsque je me sens, comme disent les Anglais, a bit blue, c'est-à-dire un petit peu bleu, un petit peu dans les vapes, un petit peu... Lorsque j'ai pas le cafard, c'est pas cela, mais lorsque ça ne va pas, lorsque j'ai besoin de mon temps, je prends de la musique classique. Mais lors du mariage d'une de mes nièces, qui a 22 ou 23 ans, nous avons, ma femme et moi, ayant largement débordé les 65 ans, nous avons dansé la moitié de la nuit, en tous les cas jusqu'à 3 heures du matin, et ce n'est pas la seule fois que ça nous est arrivé. En conclusion, et je terminerai par là, vous m'avez déclaré il y a 2 ans, lorsque je vous avais déjà interviewé, que l'humour était quelque chose qui ne vous passionnait pas dans la vie. Vous évoquiez tout à l'heure en remontant, ça veut dire que l'humour n'est pas un remontant pour vous dans la vie? Je crois que vous généralisez, cher monsieur. L'humour n'est effectivement pas quelque chose qui me passionne. Je trouve que l'on peut vivre toute une vie sans sacrifier à l'humour. Mais il s'agit de savoir ce qu'est l'humour, ce qu'est l'esprit. Je préfère effectivement l'esprit à l'humour, l'esprit à la française à l'humour à l'anglo-saxonne. Mais c'est une question de goût. Je ne suis pas un fanat de l'humour. Les histoires drôles ne me passionnent pas. Et je ne crois pas qu'il faille chercher à chaque instant de sa présence au micro à faire rire. Ceci étant, s'il y a des gens qui ont envie de rire, il faut leur donner ce dont ils ont besoin. Moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Ça peut être la vôtre. Personne ne peut vous en faire le reproche. Monsieur Zitron, je vous remercie. Ok.